Alors, aujourd'hui, je voulais aborder le sujet. Je sais que, bon, je pensais le retarder encore un petit peu, mais je sais il y a beaucoup de questions qui me sont revenues dans le stage off, on va dire, par rapport au jus, au smoothie, au fait de mixer ou pas, quoi et comment, dans quel but, à quel besoin. Et donc, il y a pas mal de controverses. Et donc, je me suis dit que c'était certainement le moment d'en parler. Puisqu'on est à mi-stage, comme ça, chacun a pu faire son expérience. Et maintenant, c'était l'occasion de parler, de vous dire un petit peu ce que je fais actuellement, pourquoi je le fais et pourquoi j'en suis arrivé là. Alors, pour poser le cadre un petit peu, on va démarrer avec une notion qui est la dénaturation ou pas des aliments. Parce que pour moi, on ne peut pas parler de jus, de mixage ou de quoi que ce soit si on ne parle pas de cette notion. Donc, la dénaturation. Alors, dénaturation, le nom le dit bien, c'est le fait de transformer quelque chose et de lui enlever son caractère naturel, quelque part. Alors, un aliment, globalement, si on simplifie, c'est composé de quoi? Si je vous demande, un aliment, c'est composé de 3 types de produits, qu'est-ce que ça va être? Tout aliment peut se ranger dans cette classe. Vitamines. L'eau, Alors, il y a l'eau, les fibres les fibres. Les minéraux. et les nutriments. Alors, les minéraux, ça va être des petits éléments. Il y a l'eau, les fibres, et tout le reste, on va... Nutriments. Pardon? Les nutriments. Les nutriments, exactement. Voilà. Un aliment, c'est de l'eau, des fibres et des nutriments. Et alors, j'ai cherché longtemps parce que ça fait quelque temps que j'ai mon explication par rapport au fait de mixer ou pas, de faire des jus dans la tête. Et je l'ai expliqué au travers de vidéos. Et puis chaque fois, je restais sur ma faim parce que je faisais une demi-heure de vidéo, j'étais tout content de moi. Et puis quand à la fin, j'ai dit, vous avez compris? Mais les gens me disent, non, toujours pas. C'est pas passé. Donc là, tout à l'heure, à nouveau, j'y ai pensé. Et je crois que j'ai trouvé une façon de l'exprimer, en tout cas d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. Un aliment, c'est des fibres. Ça, c'est de la fibre, pure fibre, fibre végétale d'éponge. C'est de l'eau et c'est des nutriments. La terre, l'argile, c'est des nutriments. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment finalement? C'est un liquide nutritif, puisque les nutriments mélangés dans l'eau deviennent un liquide nutritif. On patouille bien la sauce, ça nous fait cette sauce un peu marron. Ça, c'est les jus nutritifs des aliments, avec des fibres. Les fibres gonflent, elles se chargent, et voici mon aliment. Qu'est-ce que c'est que dénaturer un aliment? C'est tout simplement retirer une de ses parties. Alors, retirer une de ses parties, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que on peut arriver à trouver tous les types de dénaturation à partir de ces 3 classes. Si on enlève l'eau, on a les fibres et les nutriments. Comment est-ce qu'on appelle ce processus? Déshydratation. Déshydratation, séchage. Le séchage n'étant finalement qu'un début de cuisson. Les fruits secs sont quand même quelque part des fruits qui sont en début de cuisson, puisque la cuisson, c'est la version la plus aboutie de la déshydratation, puisque l'eau part, l'eau s'évapore, et c'est aussi la version la plus aboutie de la perte de nutriments. Ce qui fait que cuire les aliments, ça consiste à manger de la fibre. Bon appétit. Mais c'est ça, si vous avez l'habitude de manger des aliments crus, et qu'un jour, pour rigoler, vous mordez dans une tranche de pain. J'ai fait l'expérience il y a quelques mois de ça, non pas pour la manger, mais juste pour mordre dedans. C'est sec. C'est affreusement sec, il n'y a pas de jus, il n'y a rien. C'est du plâtre. Non, on a envie de boire. Ah oui, là on a envie de boire, parce qu'en plus il y a du sel. C'est du plâtre. Donc, fibres, nutriments, c'est séchage, et à l'extrême, seulement fibres, c'est la cuisson. Alors, il reste des choses, c'est clair. Ça dépend à quelle température on cuit.
il y a aussi des choses qui arrivent parfois, parce que par exemple, au-dessus d'une certaine température, au-dessus de 50 degrés, il y a une réaction qui se fait entre les sucres et les protéines, qui s'appelle réaction de Maillard, qui donne des chaînes de produits qui sont totalement inconnus par le corps, et les molécules de Maillard sont responsables d'énormément de maux modernes. On les suspecte d'être responsables de l'intoxication cellulaire profonde, les molécules de Maillard. Monsieur Maillard, c'est un chimiste. Il ne mangeait pas cru, mais qui avait trouvé cette réaction. Donc voilà, séchage et cuisson. Donc bien se souvenir que le séchage, moi quand j'ai commencé à manger cru, au début j'ai commencé à manger des fruits secs. Pourquoi? Parce que je n'avais pas mangé assez, donc j'avais toujours faim. Et les fruits secs, ben en plus, comme j'étais habitué à des excitants alimentaires, quand on enlève l'eau, on concentre les saveurs, donc c'était plus appelant. Donc j'ai mangé beaucoup de fruits secs, puis au bout d'un moment, ça me réussissait moyennement. Moyennement, j'avais des coups de barre, que j'ai compris après pour être des pics d'hyperglycémie, ou en tout cas d'hyperinsulinémie, c'est-à-dire une très forte montée d'insuline. Quand on a un coup de fatigue après avoir mangé du sucre, c'est qu'on a une très forte montée d'insuline. Donc, j'ai compris que c'était un aliment dit de compromis, ça rend service. Si je pars en voyage et que je sais que je dois voyager pendant 3 jours dans des aéroports, dans mon sac à dos, j'ai toujours des concombres pour avoir de l'eau, et ça s'écrase pas trop, ça se tient bien, et des dattes pour avoir du sucre. Et je mange mes concombres et mes dattes, et avec ça, je sais que je peux tenir à peu près 3 jours. Dans le fond d'une poche, on aura beau s'être assis dessus, ça sera toujours mangeable. Puis c'est bon, moi j'aime bien concombre et dattes, j'aime bien le mélange. Donc, je peux te demander, tu mets les dattes dans les fruits secs alors qu'elles sont alors, pas desséchées? Alors, dans les fruits secs, on va rentrer dans les finesses. Il y a les fruits secs que l'on peut trouver dans la nature et les fruits secs que l'on ne peut pas trouver dans la nature. Et en pratique, il y a une grosse différence. Imaginons, moi, à l'automne, je me balade dans les figuiers, je trouve des figues sèches sur l'arbre. C'est-à-dire, techniquement, le fruit sèche sur l'arbre. Et donc, il y a fort à parier qu'au cours de son évolution, ce sont le genre de fruits auxquels l'humain a été confronté. Par contre, la tomate séchée, la probabilité pour qu'une tomate tombe au sol sur 6 silex extrêmement tranchants, pour qu'il les coupe en tranches vraiment fines, et que juste là-dessous, il y a une araignée qui a tissé sa toile pour les faire sécher sans que ça pourrisse, elle est ténue. Pareil pour la banane, avant que la banane tombe, s'ouvre délicatement, se fonde en deux de plaisir et sèche, c'est pareil. Mais c'est important, parce que ce soit l'ananas, la tomate, la banane séchée, choses comme ça, je les considère comme des aliments encore moins de compromis que la figue, la date, bien sûr. La date étant parmi les fruits secs, a priori, au niveau réaction de l'organisme, celle qui pose le moins de problèmes, surtout si elle est consommée fraîche. La date fraîche à la saison, c'est presque un fruit. D'ailleurs, elle contient beaucoup d'eau. Hein, les dattes d'Iran, là. Les dattes d'Iran, les mozafati d'Iran, les choses comme ça. C'est un fruit, la date? C'est un fruit. C'est un fruit, mais souvent on les trouve sous forme de fruits secs uniquement. Ah, d'accord. Les dégletnours, là, qui sont durs comme de la pierre, c'est quand même du fruit sec. D'accord. Les raisins secs, pareil, les raisins secs, on en trouve dans la nature. Donc, voilà. Faire des compromis, c'est pas un dogme, mais c'est juste une petite grille de lecture qui permet de savoir qu'il y a des choses, voilà, qui sont encore plus déviantes par rapport à la dénaturation que d'autres. Donc il y a fruits secs et fruits séchés. Exactement. Il y a fruits secs et fruits séchés. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Alors ensuite, donc si on supprime l'eau, on a un séchage, voire une cuisson. Si on supprime les fibres, qu'est-ce qu'on a? Un jus. On va prendre. On a notre aliment. De l'eau et des nutriments. On a un jus. Un jus nutritif. Et il nous reste la fibre à côté. Alors, ça c'est ce qu'on appelle un jus. Un jus de légumes, c'est-à-dire l'eau et les nutriments. En pratique, il reste toujours un tout petit peu là-dedans de nutriments, mais il y en a une très grande partie qui est passée là-dedans. Et ce qui reste à côté, c'est de la fibre plus ou moins vide, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut acheter des extracteurs de jus assez chers. Il y a différents modèles, on en parlera après. Mais au final, c'est même pas la peine. Parce qu'un juiceur, on en a tous. Sur nous. Et c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que le corps humain? C'est le plus gros juiceur du monde. Il ne marche pas sur le 220, il ne s'enraye pas, il est garanti une vie durant. Donc ça, au niveau garantie, c'est le top.
qu'est-ce que fait le corps? Il prend l'aliment. Bon, je ne vais pas le gorger parce que là, ça va devenir vraiment désagréable. Il prend l'aliment gorgé. Il le met dans sa bouche et il commence à le mâcher. En le mâchant, il le déchiquette, mais aussi il le presse. Il le déchiquette. J'avais une jolie paire de ciseaux. Est-ce que quelqu'un aurait une paire de ciseaux? Ah, ça y est. Il le déchiquette en gros morceaux. Un gros morceau. Il est prédigère. Exactement. Il enduit aussi de différentes amylases selon les produits. Voilà. Il le déchiquette. Il déchiquette mon aliment, par exemple, dans la bouche en 4 gros morceaux. Déjà, il commence un peu à le presser. Et dans la bouche, il récupère des sucs nutritifs. Ces sucs nutritifs sont très rapidement assimilés, enfin, rentrent très rapidement au niveau des intestins et sont très rapidement assimilés parce qu'il n'y a pas de fibres. Et puis, les bouts qui sont encore bien pleins de jus nutritifs, ils arrivent dans l'estomac. Et dans l'estomac, eh bien, ils continuent à être digérés et on continue d'extraire les jus nutritifs de la fibre. Parce qu'au final, on ne peut pas faire passer dans le sang la moindre parcelle de fibre. Le corps, il doit vraiment isoler complètement. Et au final, ce qui devrait transiter dans les intestins, ça serait de la fibre et des jus nutritifs. Et quand ça sort, il ne devrait plus y avoir que de la fibre brute. En pratique, c'est rarement le cas, parce qu'on a une assimilation qui est ce qu'elle est. Donc on en tire plus ou moins de nos aliments. Mais voilà ce qu'on devrait avoir. Et donc, l'idée derrière les jus, c'est de se dire, bon ben, puisque le corps, il passe son temps, son boulot, c'est de supprimer les fibres de l'alimentation, eh ben, on va constituer le truc. Surtout quand il a du mal à le faire. Et alors bon, ça paraît particulièrement intéressant pour les gens, par exemple, qui ont des ulcérations des intestins, des inflammations des intestins. Parce qu'ils sont dans une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire, les intestins sont irrités, donc ils ne peuvent pas manger d'aliments bruts et naturels parce que leur muqueuse est trop sensible. Qu'est-ce qu'on fait là? Dernièrement, on m'a envoyé par exemple le régime type qu'on avait recommandé à une personne qui avait une rectocolite hémorragique. De la viande blanche, des laitages, du riz extrêmement cuit et du fromage blanc. Voilà ce qu'on lui avait recommandé, parce que tout le reste était irritant. Et alors la personne m'a demandé mon avis, je lui ai dit, c'est un cercle infernal. Avec ça, tu vas affaiblir de plus en plus ta muqueuse, et bientôt tu ne pourras plus boire que des bouillies ou des espèces de liquides de renutrition qu'on donne aux personnes cachectiques, par exemple. Tu seras de plus en plus faible et avec un organisme de plus en plus débile. Donc, c'est le processus inverse que je te propose, c'est d'apporter des éléments qui vont permettre de restaurer la muqueuse intestinale, tout en sachant qu'au début, c'est clair que si on lui met des produits qui ont des fibres assez dures, ça risque d'irriter. Donc, la stratégie des jus, dans ce cas-là, on va y venir, mais c'est comme ça que j'ai découvert les jus. C'était une personne qui avait ce cas-là et j'étais désemparé. C'était une espèce de cercle vicieux. Dès qu'elle commençait à manger quoi que ce soit de cru, c'était horrible. Donc je lui ai proposé, j'ai pensé à ces jus, j'avais quand même lu beaucoup sur les jus. Moi, j'en voulais pas parce que c'était une dénaturation. Mais j'avais lu beaucoup là-dessus, donc je lui ai dit qu'il devrait essayer. Puis comme je lui ai dit qu'elle devait essayer, je m'y suis mis moi-même quand même. Parce que ça me paraissait un petit peu gonflé de pousser quelqu'un à faire quelque chose, d'en parler et de ne pas avoir d'expérience de première main. Alors j'en ai fait, et puis des petits symptômes qu'il y avait chez moi qui perduraient depuis des années, eh ben, je les ai vus disparaître assez rapidement. Donc ça m'a interpellé et j'ai commencé à m'y intéresser. Et ce faisant, j'ai commencé à inclure les jus de légumes particulièrement, pas les jus de fruits, je vais vous expliquer pourquoi, les jus de légumes dans mon alimentation, parce que il m'a semblé que c'était, bien sûr que c'était quelque chose entre guillemets d'artificiel, chose qui m'avait inhibé jusque-là de faire des jus, mais que pour répondre à des déséquilibres forts qui avaient été aussi créés par des pratiques, des habitudes délétères, mais ça pouvait être un moyen royal. Je ne dis pas que c'est la seule façon. Je pense que de toute façon, il n'y a rien d'autre à savoir que manger ses fruits, ses légumes et c'est tout. On n'a pas besoin de juiceur pour être en bonne santé. Ce que je pense par contre, c'est que dans bon nombre de cas, ça peut être un bon moyen de régénérer l'organisme. Ça peut être aussi, ce que je vois, un très bon moyen d'attirer des personnes qui n'ont pas l'intention a priori de faire des immenses réformes alimentaires dans leur vie. Simplement leur dire, vous remplacez votre repas du matin par un jus. On enlève une habitude, je veux dire, qui est délétère
et on la remplace par quelque chose qui est plutôt régénérateur, dans tous les cas, je trouve que c'est un très bon point. Alors, donc voilà, j'ai proposé à cette dame de prendre ses jus. Alors au début, elle a dû le prendre à la petite cuillère. Elle prenait une petite cuillère et toutes les 5 minutes, elle prenait une petite cuillère de jus. Elle avait que ça à faire, mais elle a réussi à se renourrir. On a fait que du jus de carotte. Carotte, 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 pendant 3 mois. Bon, maintenant, elle remange. Elle mange des fruits intégraux et des jus de légumes. Parce qu'encore les fibres des salades, des choses comme ça, c'est encore un petit peu limite. Mais elle avait vraiment un état de rectocolite hémorragique installé depuis des années. Déjà, elle croque tous ses fruits, il n'y a aucun problème. Donc les jus, ça peut servir à restaurer comme ça la muqueuse intestinale. Et souvent, on me dit, voilà, il y a un fameux débat. Il y a des personnes qui sont pour les jus. Vous savez, dans le cru, il y a des écoles. C'est assez marrant, parce qu'au début, quand on commence, il y a les gras, il y a les sucres, il y a les jus, il y a les smoothies. Et puis alors, sur Internet, dans les forums, c'est fabuleux, parce que on voit les 5% de différence et on ne voit pas les 95% qui nous réunissent. Et donc, on se déchire dans tous les sens. Hein, et on est prêt, vraiment... J'irai jamais passer une soirée avec quelqu'un qui prend un smoothie à côté de moi. Moi, vivant, je ne porterai jamais mes regards sur un jus. Pas question. Bon, pourtant, on fait la même chose et c'est bon. Passons. Et alors, j'ai fait aussi les fameux smoothies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un smoothie? Un smoothie, c'est un mélange de fruits et de feuilles vertes. Alors, le principe derrière ça, c'est de dire, bon, on peut manger plus facilement, plus rapidement, des fruits et des feuilles vertes. Deuxièmement, comme il reste une espèce de peur du fruit latente quand même chez nombre de crudivores, parce qu'il y en a qui ont bien fait leur job là depuis des années, on se dit, voilà, le sucre des fruits va rentrer trop vite dans le sang, donc avec les feuilles, avec les fibres, ça va ralentir. Donc c'est pas mal. Moi, ça m'a toujours gêné l'idée de ralentir le contenu dans mon estomac. Moi, j'aime pas en avoir plein l'estomac, mais bon. Et donc j'ai commencé à faire des smoothies aussi. Et là, en pratique, j'ai pas été déçu parce que j'en avais plein l'estomac. Mais moi, vraiment, je me fais un smoothie, j'en ai plein l'estomac. Et surtout, je ne sentais pas le signal d'arrêt arriver. C'est-à-dire que c'était bon. J'adorais banane épinard, par exemple. C'est à tomber. Enfin, moi, je trouve ça à tomber, le goût. C'est banane céleri ou banane épinard, c'est extraordinaire. Donc, je commençais à manger mon banane épinard. Et puis, quand je m'arrêtais, c'était toujours trop tard. J'en avais plein le ventre et je le digérais pendant des heures. Alors, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bon Dieu, mais quelle est la différence si fondamentale entre les jus et le mixage qui fait que ça se passe aussi mal le mixage et que les jus par contre passent très très bien pour moi, dans la mesure où je ne m'avale pas mon litre d'un seul coup mais que je le bois tranquillement. Alors on va reprendre notre aliment. Donc dans les jus, on a vu qu'on le pressait et la fibre, alors on verra ce que devient la fibre après. C'est là que j'espère que vous allez comprendre ma démonstration, parce que là, celle-là, je crois qu'elle est assez claire. On a notre aliment. Et qu'est-ce qu'on fait avec le jus? On le presse. Quand on mixe, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Pas vous faire toutes les réponses, ne vous inquiétez pas. Bon, ça c'est que le début. Mais voilà, ce qu'on fait, c'est des tout petits bouts. Il y a un peu de jus qui est extrait, mais pas tant que ça, puisque ce n'est pas liquide. C'est bouilliforme, on dirait. Et voilà ce qui arrive dans la bouche. Or, dans la bouche, je ne sais pas vous, mais moi quand je prends un smoothie, en théorie, il faudrait le garder 1 minute 30, 2 minutes dans la bouche à chaque bouchée. Techniquement, c'est pas le cas. Je le fais pas. Si c'était le cas, je dirais pourquoi pas. Mais en pratique, c'est pas le cas souvent. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans l'estomac? Dans l'estomac et dans les intestins, au lieu d'arriver des gros bouts comme ça qu'il faut presser, ce qui arrive, c'est des tas de petits bouts comme ça qu'il faut chacun presser individuellement. Et tout me porte à croire que ce sentiment de mal-être que je ne suis pas le seul à décrire, tout le monde ne l'éprouve pas, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages qui l'entendaient, c'est dû au fait qu'au lieu de presser, on décompose en tout petits éléments et que chaque petit élément demande autant de soins qu'un macro-élément comme ça. Ça n'a pas l'air clair. Il faut mastiquer aussi. Alors, il faudrait mastiquer, sauf que, il semblerait, au niveau de la bouche,
autant on a la capacité de presser facilement quand c'est des gros éléments, quand c'est des petits éléments, on a beaucoup plus... passer, quoi. Exactement, exactement, on a tendance à laisser passer. Donc voilà pourquoi, techniquement, je ne suis pas allé vers les blenders, pour la bonne et simple raison aussi que je vois dans les jus quelque chose de fondamentalement différent. C'est la capacité d'assimiler directement les éléments nutritifs sans passer par une phase digestive compliquée. Et si cette phase digestive est, comme chez la plupart des personnes qui ont une pathologie, elle est limitée, si la phase de digestion et d'assimilation est limitée, les jus présentent l'avantage de faciliter cette phase. Les smoothies ne présentent pas cet avantage. Pour moi, le seul avantage qu'ils pourraient présenter, c'est de varier les goûts, chose qu'on peut comprendre, et la vitesse. C'est-à-dire qu'on mixe tout et puis on se l'avale. Mais si on se l'avale, on rate tout. Mais il n'a pas de particularité en lui-même. C'est juste les produits mixés. Donc c'est pour ça que j'ai toujours préféré manger mes fruits, et les feuilles vertes, soit les manger, soit, si on est trop irrité, les passer en jus. D'ailleurs, à ce sujet-là, toujours pareil, pour refaire un petit peu l'apologie du fruit, parce que je trouve que c'est toujours le mal-aimé dans tous les régimes et ainsi de suite. Une expérience vraiment très très intéressante, j'ai vu le rapport sur cette expérience récemment, dans le cas de traitement de pathologies qui atteignent le niveau cellulaire par exemple, on voit une rémission des symptômes ou une réapparition des symptômes en fonction de l'introduction ou non des jus de légumes par rapport au simple fait de consommer des fruits. C'est-à-dire que les fruits, je vous l'avais déjà dit, apportent une détoxination plus profonde, donc impactent moins l'énergie du système que simplement des jus de légumes. Donc les jus de légumes parfaits pour reconstruire, les légumes parfaits pour reconstruire, pour construire de la matière, mais quand il s'agit de détoxiner en urgence, la voie royale c'est le fruit. Et alors, dans le fruit, ce qui se passe, c'est que les fibres des fruits sont pour la plupart des fibres solubles. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas, elles vont très peu irriter les intestins, au contraire, elles vont former comme une espèce de gel qui va circuler, qui va augmenter la masse des sels, qui va favoriser la circulation des sels dans le tube digestif, et sans avoir d'irritation, puisqu'elles seront déjà digérées et mélangées. Ça fera un peu comme ce qu'on appelle un mucilage. Le mucilage, c'est quand vous mettez des graines de lin dans de l'eau, hein, et que ça fait cette espèce de mucus, on va dire, de glaire translucide, qui est douce, et si on c'est le tapioca, c'est des choses comme ça. Ça, c'est du mucilage, ça épaissit et ça forme un vrai contenu dans le tube digestif qui permet de bien faire circuler les sels. Donc, les fibres des fruits sont tout à fait digestes, donc je ne vois pas vraiment d'intérêt de les passer au juicer. En plus, la plupart des fruits ne donnent pas grand-chose quand on les passe à l'extracteur de jus. Ils sont très mous, et comme ce sont des fibres solubles, on ne peut pas séparer les fibres insolubles des jus nutritifs, puisque tout est mélangé. C'est exactement le principe. Le juicer ne fait que séparer les fibres insolubles des jus nutritifs. Les fibres solubles, il ne peut pas les séparer, puisque c'est mélangé, c'est déjà gonflé dans l'aliment. Donc qu'en est-il de la pastèque? Pourquoi un jus de pastèque? Parce qu'il n'y a jamais assez de raisons de prendre de la pastèque. Non, blague à part. Le jus de pastèque, j'y vois plusieurs intérêts. Premièrement, c'est que... là, c'est une pensée analytique. Il ne faut pas d'autres fruits Non, que la pastèque. non. En fruits, jus de fruits Si, pomme. et les agrumes. Ouais, moi aussi. Et le fait qu'ils retiennent justement la pulpe, on peut retenir la pulpe en pressant. D'ailleurs, de toute façon, quand tu manges un agrume, enfin je sais pas toi, mais moi quand je mange une orange, la plupart du temps, je presse les quartiers dans ma bouche et la peau la plus épaisse, je la recrache. Je la mange pas parce que de toute façon c'est un peu comme ça. Donc souvent je la recrache. Donc avec le juicer, ça fait à peu près la même chose. Bon, Le jus de pastèque, tu manges quand même la peau avec. voilà, tu manges ça m'intéresse de manger la peau. Je trouve que ça équilibre bien. Alors là c'est très analytique, mais je sais que dans la peau il y a énorme. Si tu veux, en été surtout, j'ai peu de feuilles vertes par ici. Et je sais que dans la peau de pastèque, j'ai une bombe en ce niveau acide aminé et tout. Et voilà. Mais la pastèque, tu la manges, tu la prends en jus, c'est pareil, sauf que tu prends la peau en plus. Surtout que de toute façon, la digestion et l'assimilation de la pastèque, même si tu as un système digestif qui est assez faible, ce ne sera pas un gros problème. Et l'oxydation. Bah, l'oxydation, alors ça on va... Le morceau de pastèque, justement, en le mastiquant dans la bouche, je trouve qu'il s'oxyde moins qu'un jus que tu vas boire une demi-heure, 1 heure,
va être Absolument. dans ta bouteille. Absolument. Bon, en matière de facteurs d'oxydation, quand même, souvent les gens me demandent combien de temps est-ce qu'on peut garder un jus? Combien de temps on peut se garder un jus? Donc dans l'absolu, je dis toujours, il faudrait se mettre la bouche juste sous le juiceur, la tête en arrière, et puis pendant qu'on le passe, le boire. Et encore, il faudrait même avoir la tête dans la tête du juiceur pour le capter juste au moment où on l'extrait. Donc ça, c'est un petit peu le facteur limitant. Hein, parce que voilà. Et les... Pas, excuse-moi, mais... Et le tour minute quand même. Ah oui, non, après on va parler des différents modèles. Après, ce que je sais, c'est qu'il y a toujours l'histoire aux États-Unis de ce camionneur, là maintenant qui est fameusissime, qui était quelqu'un qui était obèse, en train de mourir avec un diabète de type 2, enfin, toutes les maladies qu'on puisse imaginer, il avait toute la liste. Et le gars, il était camionneur, donc il partait pour 3 jours. Mais il a fait, je crois, une cure de jus de 3 mois et demi, en ne boire que des jus, et il partait avec, dans sa glacière, des jus pour 3 jours. Et le mec, il a changé, enfin, sa vie a changé radicalement. Donc entre une nanoseconde et 3 jours, une journée, surtout si c'est conservé au frais, ça pose pas de problème. Surtout si la bouteille est remplie jusqu'en haut. On peut aussi utiliser des bouteilles de vin et on achète des bouchons à faire le vide. Vous savez, si vous avez déjà bu des bouteilles, c'est marrant comme truc. Moi, je m'amusais quand j'étais enfant. Et ça permet de faire le vide dans la bouteille. Donc ça améliore. Mais c'est surtout le facteur température qui est critique. Hein, donc si c'est resté au chaud, là c'est pas beaucoup. Hein, 4-5 heures au chaud, ça fermente. C'est fermé en plus, les sucres ça fermente. Par contre, au frais, ça peut une journée sans aucun problème. Hein, si on a fait le vide, ça ne doit pas bouger par contre. Si on a fait le vide, ça ne devrait pas bouger. Ouais, le truc c'est que c'est jamais un vide parfait. Mais bon, non, c'est un vide partiel. Mais ouais, ça ne devrait pas vraiment bouger. Ce petit coup des bouchons est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a une perte de nutriments liée à l'oxydation? Et c'est là où ça devient très intéressant. Oui. Absolument. Ça va dépendre déjà du type d'extraction. Alors, hormis question de budget, pour moi la centrifugeuse est un très mauvais choix. Ça tourne à une vitesse extrême et si vous voulez vous en persuader, goûtez et comparez le goût d'un jus fait à la centrifugeuse avec le goût du même jus fait avec un extracteur à faible vitesse de rotation. Extracteur à faible vitesse de rotation, c'est tout ce qu'on a là. C'est-à-dire que ça tourne à 70 tours minute, puis ça fait... On sent bien que ça grignote. Alors que les centrifugeuses, ça tourne très vite. Avantage de la centrifugeuse, voum, 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 ça passe, on se croirait dans une scierie, presque, on débite. Le problème, c'est que le jus est vraiment beaucoup plus sombre et beaucoup plus oxydé. Et là, je suis vraiment carrément sceptique. Vraiment carrément sceptique. En plus, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec. Toutes les feuilles vertes et les choses comme ça, ça ne les prend pas, ou en tout cas, ça a un mauvais rendement avec ça. C'est pour ça que je recommande plutôt les modèles à mastication. Il y en a à tous les prix. Après, on pourra parler des modèles si ça intéresse quelqu'un. Il y a des grandes discussions là aussi partout. Moi, il y a un modèle que j'utilise, c'est celui que là, c'est l'Omega 8004, parce que pour moi, c'est un bon compromis. Il est en milieu de gamme au niveau prix. Je le trouve super robuste, parce que vu ce qu'il encaisse ici, c'est... Voilà, il est testé dans de très âpres conditions. Il est garanti 15 ans. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai rien à redire. Et de toute façon, c'est un modèle qui évolue depuis des dizaines d'années. Il y avait un modèle avant, le Oscar qu'a Françoise, ce n'était que le précurseur de celui-là. Il y a toutes les pièces détachées. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup parce que je sais que voilà, il tient la route. J'ai jamais eu de problème. Excuse-moi, j'ai une autre question avant que je l'oublie, s'il te plaît. Tu as parlé des fibres. Non, j'ai oublié. L'importance des fibres? Oui, voilà. L'avantage du jus, c'est que tu absorbes les nutriments plus rapidement. Oui. Mais par rapport au sucre qui arrive très vite dans le sang. Ah, et alors là c'est très surprenant. C'est très surprenant parce que la théorie voudrait parfaitement qu'on ait des pics d'hyperglycémie. Ouais. Mais la pratique ne le dit pas. Je n'ai pas l'explication. Le truc c'est que c'est tellement marginal qu'il y a peu de... Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai fait des tests. C'est-à-dire, j'ai un glycomètre, je me suis piqué, j'adore me piquer, enfin j'adore tester. Non, ce que je veux dire, j'adore tester. J'adore tester. Donc, j'ai pris des jus et j'ai fait des trucs à T plus 5, T plus 10, T plus 15, T plus 20, voir un petit peu les différences. Et puis après, je mangeais mes aliments le lendemain, à partant d'une glycémie similaire, voir les différences. Et il n'y avait quasiment pas de différence. Quasiment pas. Alors, je ne me l'explique pas. Là, je constate, mais je ne me l'explique pas. Les fibres, justement, ralentissent l'absorption du sucre et des nutriments. Et... En parlant de fibres. Ouais, pardon. Non, mais c'est bon, j'ai eu la réponse. Oui, on y reviendra. Oui.
On n'entend pas bien. Dans le jus de pastèque, ils mettaient quelques jus de jus de citron. Oui. Pour la conservation, c'est un conservateur. Absolument. D'ailleurs, en parlant de jus, le citron est le seul agrume que l'on peut passer avec la peau. Tous les autres contiennent des huiles essentielles qui sont extrêmement corrosives. Alors attention, l'orange avec la peau, ça peut être très très violent. Pamplemousse, pareil. Ça fait scotcher au plafond. Hein. Il y a quelqu'un qui l'a pris et qui m'a dit qu'il voilà, il avait passé un temps. C'est assez fort pour l'organisme, donc à éviter. Je pourrais ajouter quelque chose, enfin, mais je me dis que ajouter la peau de pastèque comme ça, je pense qu'il faut faire attention avec les peaux de fruits ou légumes. Parce que moi un jour, enfin, voilà, j'ai mangé la peau d'ananas en fait. Enfin bon, je vous explique pas pourquoi. Et c'est vrai que en fait, je me dis qu'il faut quand même faire attention avec les peaux et tout ça, quoi. Parce que enfin, déjà les dents, j'avais vu les dents, enfin, les dents. On va parler de l'arrêt instinctif. Ce que tu as vécu avec l'ananas, c'est l'arrêt instinctif. On va en parler demain. Je pense qu'il faut faire attention. Enfin, c'est juste pour dire que voilà, Mais en pour jus, tout, quoi. En jus, le problème ne se pose pas de la même manière. Et je t'expliquerai demain ce que tu as vécu avec l'ananas. Ok. Donc pour terminer, sur la question, à moins qu'il y ait des questions, parce que comme ça je répondrai à sa question quand elle sera là, Nadia, par rapport à l'assimilation, les nutriments qu'on perd, bon, j'enchaîne là-dessus. Oui, parce que tu parles de jus, de... Oui, ben, elle me posait la question, Nadia, de savoir si finalement le but des jus c'était de garder les nutriments. Et elle me posait la question, est-ce que c'était intéressant, considérant que pendant l'extraction, on perd certaines qualités de l'aliment aussi. Et tout ça, c'est une affaire de compromis. Quand on passe par l'extracteur, oui. On perd quelques nutriments parce qu'il y a un léger début d'oxydation qui se passe, même s'il est faible, il se passe. Et tout ça, c'est une affaire de stratégie. C'est-à-dire qu'une personne qui a une assimilation qui est faible, qui a une digestion qui est assez faible, comme nous le sommes tous, eh bien, de son aliment brut, il va en extraire la moitié à la digestion, et puis il assimilera plus que le tiers de cette moitié, par exemple. C'est un exemple. Hein? Et bien à ce moment-là, même si lors de l'extraction de jus, on ne récupère pas la totalité des nutriments, mais qu'on en récupère ça, hein? Donc on en récupère ça, je veux dire. Hein? Fruits ou légumes, c'est pareil. Et que ensuite, lors de l'assimilation du jus, eh bien, on en perd encore ça. Au final, il nous en reste quand même les 3/4. Et c'est pour ça que la vertu thérapeutique du jus est certaine. Ça dépend de notre assimilation et de notre digestion. Plus on aura une assimilation et une digestion qui seront imparfaites, et plus les jus représenteront un intérêt. C'est ce qui fait que nombre de personnes considèrent les jus comme quelque chose de thérapeutique. En pratique, c'est vrai que ça dépend des gens. Moi, je dirais que ça dépend des moments de l'année. Il y a des moments où j'ai très envie de jus, il y a des moments où j'en bois pas pendant un mois et demi. Ça arrive. Ça arrive. En été, par exemple, bon là, je me fais du jus de pastèque, mais j'irai pas mettre mon juiceur dans mon véhicule quand je pars en été. Voilà, je me croquerai de la pastèque. Par contre, en hiver, je l'ai souvent avec moi. Surtout quand on n'a pas un choix de fruits énorme en France. Je sais qu'en faisant des jus de carottes, des choses comme ça, je ne pourrais pas manger cette quantité de carottes. Les fibres m'irriteraient. Et par... Pardon, tu ne penses pas qu'il y a une raison au fait qu'on ne puisse pas manger une telle quantité de carottes? Ben, si, il y a une raison, c'est que normalement, si on était sous les tropiques, à cette époque-là, on aurait des fruits. On n'en a pas. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Je réponds de façon artificielle. Mais je suis d'accord. Normalement, il y a une limitation par la fibre des carottes. Le problème, c'est que à cette saison-là, sous la latitude à laquelle je suis, eh bien, il n'y a pas assez de fruits. Moi, j'irai manger des fruits. Au quoi preuve, je n'irai pas chercher le sucre dans les carottes. Mais c'est un dilemme pour moi aussi. C'est toujours un dilemme. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment se souvenir, c'est que plus la personne a une assimilation, une digestion qui sont imparfaites, plus les jus ont un intérêt. Ça, c'est toujours clair. Il y a des personnes... Non, vas-y. Il y a souvent des... Excusez-moi, dis-moi si je... Non, ça te passionne, c'est chouette. Mais il y a souvent des personnes que je rencontre qui me voient parfois manger des grosses quantités de fruits et qui me disent, surtout des personnes âgées, justement, c'est souvent le cas, ah, mais moi je peux pas manger du cru, des fruits et légumes crus, je les digère pas, ça me cause beaucoup de problèmes. Et effectivement, je trouve que les jus, ça pourrait être... Oui, parce qu'effectivement, ça leur pose un problème, c'est un cercle vicieux. Parce que, les amener, hein. Ouais. comme ils ont leur muqueuse digestive qui est tellement irritée par tous les produits morts, acides qu'ils consomment, eh bien,
la première fois où ils consomment des fruits ou des légumes, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, ils ont les intestins irrités par les fibres. Deuxièmement, comme c'est la première fois qu'ils arrêtent de donner une cochonnerie à leur organisme, le corps il se dit, chouette, des vacances, je vais commencer à détoxiner. Alors, ils ont les intestins irrités, et en plus, ils sont dans un état, ils ont mal à la tête, ils ont envie de vomir. Les premières cerises, vous savez, on dit les premières cerises, ça rend malade. Non, première cerise, on a mangé des tas de choses pas avouables pendant tout l'hiver, et quand on commence à enfin avoir des fruits un peu en quantité, qu'on peut en manger un peu plus que normalement, c'est-à-dire un peu plus qu'un quart de pomme par jour, et bien à ce moment-là, le corps il lance des nettoyages. Donc on a à la fois les nettoyages et l'irritation de la muqueuse intestinale. Les gens disent, ah non, non, mais c'est pas pour moi les fruits. Je ne supporte pas les fruits. Alors, c'est un peu embêtant parce que quand on raisonne et qu'on se dit que le fruit est l'aliment physiologique par excellence de l'être humain et que l'être humain est une machine faite dans le mode d'emploi, il y a marqué 1, manger les fruits. Ah ben, je ne digère pas les fruits. Ça peut juste dire, je ne digère plus. Je ne digère plus les fruits. Enfant. Et c'est bien pour ça que quand on parle de régénération, la question qu'on peut se poser, toujours quand j'ai fait une petite présentation à Lyon, et j'avais commencé avec cette question, sommes-nous dégénérés? Bah oui. Bah oui, dégénérés, oui, en termes physiologiques, on peut le dire. On est dégénéré, c'est pas grave. C'est un parcours, c'est ce qu'on doit vivre, traverser, et puis l'être humain maintenant peut-être à réacquérir, peut-être par le mental, des choses qu'il a perdues simplement par la dissociation et la séparation. Voilà, il revient à notre état. Oui, Ingrid? Alors comment tu ne digères pas l'ail ou l'oignon? Pour la bonne et simple raison que l'ail ou l'oignon sont extrêmement concentrés en principe actif. Donc on va en parler, mais les plantes elles sont plus ou moins concentrées en principe actif. L'ail ou l'oignon pour moi sont des plantes qui frisent avec les plantes médicinales. D'accord? Donc il est clair que si tu prends 3 gousses d'ail et que tu t'en gaves, il va y avoir des réactions dans ton corps très très fortes à l'échelle de leur potentiel effet. Pour moi, le poison n'existe pas. Le poison, c'est juste une plante extrêmement active qu'on ne peut utiliser qu'à des doses infinitésimales. Et certains, c'est de l'ordre du macrogramme. Mais quand vous voyez en homéopathie, on utilise belladonna. La belladone, c'est un poison violent. Mais belladonna, pourquoi? Un poison, c'est une substance extrêmement active. Donc il n'y a pas de séparation entre la plante comestible, le poison. Tout ça, ce sont des plantes actives et il y a des concentrations. Alors on a déterminé que si une plante devait être prise en toute petite quantité, de l'ordre de quelques grammes, bon, on appelait ça une plante médicinale. Mais la laitue est une plante médicinale. Sauf que elle est pas mal diluée, cette plante médicinale. Et que penses-tu du fait qu'on dise dans certains milieux crus qu'à partir du moment où on ne peut pas en faire un repas, c'est pas bon pour nous? Et je pense par exemple à l'ail, on ne pourrait pas avoir un repas d'ail uniquement. Ah, je l'ai vu. Ah ouais? À l'Institut Hippocrate, c'est assez génial parce qu'ils veulent vermifuger tout le monde. Donc, je me souviens de la question. C'était assez réjouissant quand même parce qu'on se demandait quand même jusqu'où on pouvait aller quand on suivait un principe. Et je me souviendrai toujours un matin, il y avait un gars face à moi et comme il le suspectait d'avoir des levures des champignons dans son tube digestif, il avait 3 têtes d'ail. 3 têtes d'ail. Et il devait les manger dans la matinée. Et il lui avait octroyé une pomme. C'est-à-dire que quand vraiment ça devenait trop dur, il avait le droit de croquer une tête de pomme. Il était de toutes les couleurs, il transpirait, il suait. C'est fou qu'on lui ait pas dit, mais si tu transpires autant et tout, c'est que tu es complètement agressé par ce qui se passe dans ton organisme. Je suis d'accord avec ce principe que si on ne peut pas en faire un repas, c'est pas vraiment comestible. On ne peut pas considérer cette plante comme comestible. Alors, la notion d'en faire un repas est très discutable. Parce que l'an dernier, je suis allé voir des cousins à moi qui habitent très loin en Indonésie. Dans le nord de l'Indonésie, des cousins pileux, comme dirait la Mijan, et des orang-outans. Parce que je me suis dit, j'aimerais bien voir comment vivent les orang-outans, c'était le rêve de ma vie. On m'a dit, il y a des orang-outans en liberté à Sumatra. Je dis, ok, vaille que vaille, je vais à Sumatra. Et je suis allé chez les orang-outans, et il y a un petit village là-bas qui s'appelle Bukit Lawang, et à partir de Bukit Lawang, on peut partir dans la forêt. J'ai eu la chance de rencontrer, à force de rester un peu là-bas, de rencontrer un vieux qui m'y a amené, qui était un pisteur d'orang-outan, donc qui m'y a amené, et avec un chercheur de la base qui s'occupait des orang-outans. Et donc j'ai expliqué à ce chercheur, ben voilà, moi mon rêve, ça serait de suivre pendant une journée ou deux des orang-outans et de manger comme eux. Et j'ai commencé à manger comme eux. Alors on n'est pas des orang-outans, mais je vais vous proposer une petite expérience. Je n'avais pas pensé, mais est-ce que vous pouvez vous distribuer ça, s'il vous plaît? Et goûter ce petit fruit délicieux.
C'est moi, je crois. Non, c'est pas des goji. J'en ai goûté. On a le droit d'en manger combien? Ce que tu veux. On fait le concours. Moi, je suis. Oula. Apparemment, ça peut Ah bon? Ah, Qu'est-ce que je suis bon. Là. voilà. C'est que c'est pas mieux ou pas? Alors, tu as mangé combien? Ouais, encore. Qu'est-ce qu'on sent? La merde. C'est amer, c'est astringent. C'est un cire. C'est pas bon. Est-ce que j'en ferai un repas de ça? Non. Ben, c'est juste une question de goût. C'est absolument une question de goût. Les orang-outans en font des repas de choses, mais ça à côté, c'est du miel. C'est quoi Bon, Thierry pardon? Bon appétit. Sourbier. Sorbier. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que notre capacité à juger des goûts amers, astringents, acides, elle est complètement gouvernée par nos habitudes alimentaires. On vit dans un monde de coton. On est dans de la ouate depuis tout petit. On marche avec des chaussures, on a des vêtements pour nous protéger, ce qui fait qu'on a la peau blanche et laiteuse, comme Robinson Crusoe qui arrive sur son île. Nos chances de survie dans ces conditions-là en milieu naturel, elles sont zéro. Donc c'est normal qu'on soit inadapté à des plantes qui pourtant sont physiologiques pour nous. Parce que les principes amers et astringents, par exemple, sont des principes essentiels pour la santé de l'organisme. On parle de la circulation de la lymphe, la santé du foie, la vésicule biliaire, du pancréas, tous ces principes actifs. La notion de plante médicinale n'existerait pas si les plantes que l'on consommait et si l'on acceptait de consommer de par notre goût, des plantes qui ont déjà ces principes-là. Sauf que, quel a été le processus de sélection agraire? Le processus de sélection agraire a été l'affadissement progressif des légumes. L'augmentation de la quantité de sucre dans les fruits et l'affadissement des légumes. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de pouvoir manger plus. Il s'agissait de pouvoir manger plus parce que l'homme aime faire mourir ses émotions dans l'alimentation. On s'est rendu compte qu'on pouvait se gaver et que plus l'aliment était facile au goût, plus on pouvait se gaver. Question, les réactions que tu as décrites tout à l'heure par rapport à la personne qui avait mangé trop d'ail. Ouais. Ces réactions, quand même, c'est des réactions de ton corps qui te dit non, arrête, n'en mange Oui, plus. mais alors, c'est là où tu vas voir que je vais retomber sur les C'est pattes. comme le piment, quand on a cette bouffée de chaleur. Alors, c'est ça, le c'est cas du bon, piment mais et de je l'ail trouve que c'est sont bon, extraordinaires. Le cas du piment et de l'ail sont extraordinaires parce que l'ail, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la plupart des plantes sauvages qu'on va rencontrer par ici, il y a des principes aliacés, mais beaucoup moins concentrés que dans l'ail de culture. Tu prends un ail sauvage, les gousses d'ail sont très petites et il y en a très peu. Et dans toutes les plantes que tu vas trouver, la lierre, des choses comme ça, il y a ces principes soufrés, mais en petite quantité. Sauf que, comme on ne consomme plus ces plantes, on a sélectionné de notre côté, on a créé des gros bulbes, et ben on est obligé d'aller vers celles-là, qui ne sont pas adaptées. C'est l'homme qui a changé ses plantes pour augmenter les goûts, pour augmenter... On est d'accord. D'un côté pour affadir et de l'autre côté pour augmenter. Le cas du piment, par exemple, est extraordinaire. Parce que les piments, le poivron est un piment, botaniquement parlant. Et les piments, ils sont plus ou moins chauds. Le poivron, c'est un piment doux, dit piment doux. Et puis le plus chaud, ça va être les piments de Cayenne, les piments oiseaux, les trucs comme mange Louis pour faire le beau quand il arrive. J'ai trouvé un certain plaisir, ça réveille, je sens Oui, t'as failli tomber par je terre. suis là, quoi, c'est bon, j'ai chaud partout, je suis là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va de 0 à 10. Il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de capsicine. La capsicine, c'est l'élément urticant, brûlant dans le piment. Et donc, le truc, c'est que sur les marchés, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des piments à 0 et on trouve des piments à 10. Et moi, j'avais remarqué que quand je mangeais du poivron rouge, mais très souvent, j'avais envie de croquer un petit piment à côté. Bien, je me disais, c'est pas naturel. Pas naturel. Sauf que, j'ai pu discuter avec des gens qui étaient ethnobotanistes, qui connaissaient particulièrement la forêt d'Amérique centrale, et qui m'ont dit, non mais le piment natif dans la forêt, déjà ce sont des arbres, parce qu'ils sont pérennes, et le piment natif, il n'est pas à 0, il n'est pas à 10.
ils tournent aux alentours de 3, 4, 5. C'est-à-dire que ce sont des piments légèrement piquants. Et on peut les manger, on a un peu de piquant dans la bouche, mais un piquant tout à fait supportable. Et à ce moment-là, effectivement, on peut faire un repas de ça. Et nous, on a encore séparé. Dissociation, c'est toujours pareil. Donc, je ne vous cacherai pas que pour moi, la révolution agraire est une révolution dont on aurait pu se passer allègrement. Hein, on ne va pas faire ça, mais à partir du moment où l'homme est devenu sédentaire et agraire, eh bien, sont apparus les guerres, le rapt, le vol, parce qu'on pouvait faire des stocks. L'homme a pu migrer vers des contrées plus au nord parce qu'il pouvait stocker et il pouvait avoir des réserves pour l'hiver, donc aller dans des endroits où il n'était pas fait pour vivre. Et c'est le début de la déchéance. Donc revenons tous au tropique. Je veux dire qu'il y a un livre qui est très intéressant qui est paru, qui est notamment avec un extrait sur le monde diplomatique, La naissance de la guerre. La naissance de la guerre à travers quelque chose qu'on appelle l'agriculture, qui est une absence de culture. Et la naissance de la guerre est née, ce sont les premières guerres bactériologiques. Parce qu'il est certain que si je lui fiche une correction à quelqu'un, c'est plus facile de lui ficher une correction s'il doit tenir sa culotte parce qu'il a la colique. Et en fin de compte, c'est des guerres qui se sont passées en donnant la colique, parce que quand on a transformé des modes de, justement, où on mangeait des fruits comme ceci, que je trouve à la limite, j'en mangerai peut-être pas 1 kilo, mais à partir du moment où on a supprimé ça, eh bien les gens, on les a affaiblis et on a changé leur flore intestinale et on les a rendus malades. Et il y a une thèse de doctorat très intéressante. Et il y a une autre thèse de doctorat qui se passe, qui est une thèse de Pascal Diby, qui est un ethnobotaniste, mais surtout un archéologue, qui a fait de l'archéologie expérimentale, qui montre que sur les baies de la Seine, dans le bassin de Pinzan, eh ben, il y avait des gens à moins de 30 mètres qui mangeaient des baies. Et quand il a analysé notamment l'écoprolyse, qui sont les matières fécales, comment ça s'appelle, fossilisées, eh ben, il s'est rendu compte qu'à partir du moment où ils ont mangé du blé, fracture des tibias, fracture des avant-bras, trépanation, et j'en passe les meilleurs. À partir de là, il s'est rendu compte qu'il rentrait dans des guerres tribales. Carie aussi, oui, tout à fait. Carie aussi. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour dire que l'appréhension du goût et de... Tu vois ce que je veux dire? Il est limité par notre expérience actuelle. Alors après, il est vrai qu'on vit dans ce monde-là. Alors, longtemps, moi, j'ai voulu revenir vers un ancien âge. D'ailleurs, pour ceux qui veulent revenir vers l'ancien âge, il y a un livre qui est fabuleux, que j'adore, c'est « Pourquoi j'ai mangé mon père ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Roy Lewis, c'est à mourir de rire. C'est l'arrivée de la modernité dans une tribu de Cro-Magnons, mais c'est... voilà, on est explosé de rire à chaque page parce que ce serait des conversations actuelles, mais transposées dans le cadre d'une caverne. Donc par exemple, il y a le vieil oncle qui, lui, est un réactionnaire, il ne veut pas évoluer. Hein. Donc il ne veut pas entendre parler du feu, et ainsi de suite. Il vient toujours faire des espèces de discours dithyrambiques pour interdire le feu. Sauf que de temps en temps, on fait griller une côtelette, et puis là, il s'assoit, il la ferme, et puis il mange. Et puis après, il retourne dans son arbre. Enfin voilà, c'est des conflits de génération. Les femmes Cro-Magnons qui disent, bon ouais, non mais nous, la modernité, elle nous intéresse parce que comme ça nous permet d'avoir... avec le feu, on peut se chauffer, on peut avoir... Bon. Et ce conflit-là, on l'a souvent eu. Et moi, très longtemps, je me suis dit, ben voilà, je veux retourner à un modèle ancien. Et j'étais très nostalgique de ce modèle ancien, une espèce de modèle sauvage. Et puis un jour, je me suis rendu compte, de toute façon, c'était une illusion, que c'était une fuite pour moi, en tout cas pour moi, et que c'était ni possible, ni peut-être le vouloir qui est sur nous. Et que quelque part, c'était peut-être, après avoir quitté une unité première dans laquelle on était certainement bien installé, mais peut-être inconscient de cette unité première, puisque baigné dedans, quelque part, la condition de chasseur-cueilleur, eh ben on s'en est séparé, et peut-être qu'on s'en est séparé pour ensuite faire une démarche délibérée pour revenir vers une sorte d'unité, mais à ce moment-là, en sachant ce qu'on a perdu. Donc, quelque part, je ne regrette pas ces anciens temps, je m'en inspire. Ce que je sais par contre, c'est que les chimpanzés qui ont 98,4% de leur patrimoine génétique commun avec le nôtre et qui ont strictement le même appareil digestif que nous, alors vraiment le même. A priori, on se dit, si une machine a exactement le même système digestif que nous, il y a des chances, si on s'intéresse à ce qu'ils mangent, qu'on ait une bonne petite idée de ce qu'on peut manger. Eh bien, ils mangent des fruits en quantité. Je ne vous parle pas d'un orang-outan qui tombe sur des durians sauvages, ça fait peur, parce que vraiment, ils en mangent bien. Et ils mangent des feuilles, et des feuilles qui sont avec des principes actifs, on les goûte, donc on sait qu'il y a des principes actifs dedans, qui sont immangeables pour nous. Donc, leur plante médicinale, c'est leur alimentation, quelque part. On ne devrait pas avoir de plantes médicinales, on devrait avoir des plantes actives, nutritives. Le problème, c'est qu'on a des plantes de moins en moins nutritives.
Donc voilà,